C'est pas parce qu'on va en chalet qu'on a une relation plus grande avec la nature. C'est peut-être la fréquence qui va être plus déterminante. Auparavant, je définissais ma relation avec la nature en partant du 9-3 comme étant très pauvre. Mais en revanche, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai quand même nourri une relation très forte avec la nature, mais qui est juste à la hauteur de ce que j'avais autour de moi. On prévoit que d'ici 2050, plus de 70% de la population mondiale vivra en ville. Ça amène aussi tout un lot de problématiques au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Les parcs nationaux sont un levier extraordinaire pour faire en sorte d'ancrer une culture nature-santé. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ennakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Quelle est la température et quelle est la météo à Montréal, au Québec? Waouh! OK. Bon, bah, très bien. Est-ce qu'on commence là? Bon, allez. Bon, bah, parfait. Alors, Hicham, la température, aujourd'hui est d'à peu près -10, ce qui est, fantastique. -10 à Montréal, c'est extraordinaire. On sort quand même d'un espèce de une période de très grand froid où il a fait -35 degrés. Là, c'était la semaine dernière, où il y a une semaine et demie à peu près. Ça a duré quand même quelques jours. On est en février, donc en février, il faut s'attendre à des températures très, très froides, au Québec. Mais regarde, il y a un soleil époustouflant, donc ça compense quand même pour la fraîcheur. Puis c'est bon pour la peau, Ouais. le froid. Merci bien pour cette information météorologique. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Daily Green. Je suis ravi de t'accueillir, Emilia Tamco. Est-ce que tu pourrais te présenter et le faire librement pour ceux qui ne te connaissent pas? Très bien. Beh, premièrement, je dirais, Hicham, merci de m'accueillir. Je ne fais pas vraiment d'entrevue. Je t'avoue que, c'est toujours un exercice que je trouve, périlleux en ce qui me concerne parce que je parle beaucoup. Donc contenir tout ça en quelques minutes ou en 1 heure ou à 30 minutes, c'est toujours un grand défi pour moi. Mais regarde, on va y aller tranquillement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, donc Emilia. Je suis la cofondatrice de Unature, qui est, une organisation qui a pour vocation de disséminer la recherche scientifique sur l'impact de la nature sur la santé et sur les communautés. Donc, en lien avec Daily Green, forcément, puisqu'il y a tout ce volet de la nature en ville aussi, qui peut servir à la santé des humains. Et donc cette organisation-là, elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment, on va dire, un socle qui renferme l'ensemble de mes expériences. C'est comme si à l'intérieur du nature, je suis en mesure aujourd'hui de pouvoir utiliser tout ce que j'ai pu faire, professionnellement et qui est assez, heu, disparate. Mais ce qui prend tout son sens, dans une organisation qui vise donc ultimement à faire en sorte que les gens comprennent à quel point la nature a un impact sur notre santé physique, notre santé mentale, que surtout dans un phénomène d'urbanisation comme le nôtre aujourd'hui, tu sais qu'on a quand même plus de 70. On prévoit que d'ici 2050, plus de 70% de la population mondiale vivra en ville. Ouais. Donc avec ce phénomène d'urbanisation, eh bien, ça amène aussi tout un lot de problématiques au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Donc essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que la vie en ville soit quand même plus agréable, parce qu'il n'est pas question de retourner, à l'âge de pierre. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour profiter des avancées technologiques et des avancées tout court, mais en ne sabotant pas notre vie quotidienne, qui est vraiment exposée à pas mal de souffrances, vraiment. Depuis la pandémie, on a pu voir quand même un échantillon de ce que ça fait de vivre en ville, de vivre aussi loin de la nature. Donc et on a aussi assisté à ce mouvement vers la nature, durant la pandémie. Donc je trouve que c'est très intéressant. Donc une nature, en gros, c'est ça, on forme, on donne des conférences, on fait beaucoup de sensibilisation, auprès des pouvoirs publics. On travaille beaucoup avec les chercheurs, en fait. On a un réseau de chercheurs international qui nous permet de faire cette veille scientifique. On a à peu près, aujourd'hui près de 8 000 études qu'on a colligé dans notre bibliographie scientifique, et c'est ce qui nous permet ensuite de donner sens à cette recherche et d'essayer de trouver le moyen de la lier et d'en faire des solutions
implémentables dans le milieu de l'éducation, dans le milieu du travail, dans le milieu pour les politiques de santé publique et c'est à tout ça qu'on travaille. On a une antenne au Luxembourg, on a une antenne en France, on a une antenne en Suisse, on travaille beaucoup avec l'Italie et la Belgique. Des projets extraordinaires dont on aura certainement la possibilité de parler, dans quelques minutes. Mais voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Très bien. Tu es donc française, tu as grandi dans le 9-3, en banlieue parisienne. Est-ce que tu peux nous parler de ton quartier et ton rapport à la nature pendant ton enfance? Très bien. Alors Hicham, tu as devant toi un produit assez spécial. Hem, je vais commencer par dire quelque chose que j'avais trouvé très touchant. C'est un ami avec lequel j'avais reconnecté, donc on s'était connus, dans le 9-3 et quand on a reconnecté alors que je vis, au Canada depuis 20 ans et il me dit: «Mais c'est fou ce que tu es en train de me raconter sur ton parcours parce que j'ai l'impression que si je devais résumer ta vie, ce serait from the hood to the woods». Et j'ai trouvé que cette synthèse extraordinaire. Donc pour répondre vraiment clairement à ta question, Hicham, hem, écoute, mon rapport à la nature, il est double. Le premier, c'est un rapport qui s'est forgé dans un environnement où il n'y avait pas vraiment de nature. Mes conditions économiques durant mon enfance étaient faibles, très pauvres, on va dire. On n'avait pas les moyens, par exemple, d'aller en chalet, à la montagne ou d'aller à la mer. On pouvait passer par les colonies de vacances, mais là aussi, ça coûte cher. J'ai grandi dans une maisonnée avec 5 enfants, une femme, seule pour nous élever, donc une mère monoparentale. Donc ça complique beaucoup les choses. Et qui travaillait. Bon, elle faisait ce qu'elle pouvait, hein, pour, faire en sorte de nous amener l'essentiel, mais tout l'autre côté vacances en nature ou aller dans des parcs, si ce n'était via, l'éducation nationale ou via, des petites occasions, par des amis, j'ai pas vraiment eu Pas d'autres accès à infos. cette vision de la nature. À travers la télévision, ça a été beaucoup ça, mais la télévision, le contre-coup, c'est que ce sont pas nécessairement des images très représentatives de ça t'aide pas nécessairement à forger un vrai lien avec la nature. Tu sais, je veux dire, je regardais des films d'horreur, la nature, on va poignarder une fille, dans la forêt, tu as peur des espaces, des grands espaces, tu sais, les sables mouvants, c'est les requins avec, le comment on appelle ça? Les sharks, Les requins, les dents les de la requins. mer en Ah oui, français, ouais, voilà, ouais, tout à fait. voilà. Donc si tu veux, moi, mon rapport à la nature était très abstrait, mais le plus concret était derrière ma maison, il y avait une pelouse. On était capable en tant qu'enfant là de pouvoir jouer sur la pelouse et puis on avait un sapin, 2 sapins et moi la nature dans mon enfance, c'était ça. La nature concrète là, c'était cette pelouse et ce sapin. Et ce qui était très particulier et je l'ai appris par la suite avec les études en psychologie environnementale, c'est que quand tu es jeune et que tu grandis dans un espace où il y a pas tant de nature que ça, l'enfant, lui, pour lui, il a quand même une relation importante avec la nature. C'est pas parce qu'on va en chalet qu'on a une relation plus grande avec la nature. C'est peut-être la fréquence qui va être plus déterminante, mais le fait d'être dans un espace, un enfant, pour lui, ça va être le méga espace. Et si tu veux, auparavant, je définissais ma relation avec la nature en partant du 9-3 comme étant très pauvre, mais en découvrant les études et en faisant une introspection, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai quand même nourri une relation très forte avec la nature, mais qui est juste, à la hauteur de ce que j'avais autour de moi et qui est très valable parce que je me souviens très bien d'expériences où j'étais dans ce sapin, je grimpais. Premièrement, Hicham, je veux dire qu'en France, on t'interdisait d'aller sur la pelouse. On laissait les chiens aller faire leurs besoins sur la pelouse, c'était admis, mais les enfants ne pouvaient pas y jouer. Moi, j'étais en conflit constant avec ceux qui maintenaient l'espace des HLM parce que et qui nous insultaient, je vais le dire très clairement, parce qu'on allait sur la pelouse. On n'avait pas le droit d'y aller, donc moi, je devais me battre pour aller sur la pelouse et profiter de la pelouse. Donc, en termes d'accès à la nature, ça commençait bien. Mais ce que je veux surtout relever, c'est le sapin. C'était un, 2 sapins, Hicham. Mais dans ma tête d'enfant, c'était l'arbre de la vie, tu sais, c'était, quelque chose d'extraordinaire et c'était aussi un havre, je me souviens très bien, un havre de paix parce que j'allais là-bas pour me retrancher et pour réfléchir à mon avenir. C'est assez spécial, mais c'était vraiment l'endroit dans lequel j'allais pour couper le bruit ambiant, pour couper avec les sentiments d'insécurité, pour couper avec certains malaises et pour vraiment me retrouver. Et c'est là où j'ai designé
ma vie, c'est-à-dire je vais aller en Amérique du Nord, je vais devenir avocate, je vais devenir tu sais, c'est vraiment là que je rêvais, en fait, dans ces sapins. Donc moi, je veux juste mettre l'accent et je te laisse me poser ta prochaine question. J'espère d'ailleurs que je réponds bien à ta question. Mais je veux juste mettre l'accent sur ça, c'est que oui, il y avait pas beaucoup de nature, c'était compliqué parce que j'étais, dans un espace très honnêtement qui est pas un espace dans lequel on a envie que les enfants grandissent. À la délinquance, tu sais, des conflits, de voir des potentiels gâchés. Tu sais, moi j'ai des amis qui ont fini par ne pas pouvoir vraiment se déployer, ils sont tombés plus dans la délinquance, dans la drogue, dans tout ce genre de choses. Il y a des viols dans les caves. C'était mon univers là, dès que je mettais un pied dehors. Mais malgré tout, comme je dis, il y a aussi, il y avait quand même pas mal de bons côtés et il y a surtout tout ce qui m'a forgée et qui a fait que je pense être devenue qui je suis grâce à cette exposition à toutes ces différentes, contextes. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu es en train de dire que finalement, c'est pas tant la surface de nature qu'on a autour de chez soi, c'est pour les enfants, c'est ce petit espace de nature, ce petit contact avec la nature qui déjà va forger un imaginaire et construire, bah, son futur, en fait et c'est vraiment très Tout à intéressant. fait. C'est un message C'est d'espoir, en tout cas. tout Pour à les fait. enfants qui ont pas d'accès, à la nature ou pas assez, quoi. Exactement. Mais par contre, si tu veux, la chose qu'on voit aussi en psychologie environnementale, il y a un concept qui s'appelle l'extinction de l'expérience et en fait qui décrit le phénomène qui si je reprends mon exemple, qui va faire le lien avec la suite, c'est que moi, mon image de la nature, c'était cette pelouse et ces 2 arbres, d'accord? En J'ai un enfant, aujourd'hui qui a 22 ans. En imaginant que je serais restée dans le 9-3 et que j'aurais grandi toujours dans ce même espace, eh bien, l'image de nature que j'aurais transmise à mon fils, c'est parce que les parents sont aussi très, cruciaux dans le lien que l'enfant va tisser, la qualité de lien que l'enfant va tisser avec la nature. Les parents sont aussi dépositaires de beaucoup ils ont une responsabilité là-dedans, si j'ose dire, tu sais, dans le quotidien. C'est eux qui agencent le quotidien de l'enfant, donc ça a un poids. Donc, en admettant que je sois dans le 9-3 encore aujourd'hui, je reste dans cet environnement-là et que j'ai mon enfant, eh bien, il y a de très grandes chances, dit ce concept, que la qualité de lien avec la nature que je vais transmettre à mon fils, ce sera ça et ce sera même peut-être encore moins que ça. Parce qu'il y aura pas eu cette notion de le cultiver, un lien, tu sais, d'aller peut-être plus, à l'extérieur de la ville et puis d'avoir des expériences dans des forêts et l'extinction de l'expérience est un danger pour ceux qui vivent dans ces environnements-là. C'est pour ça que je pense qu'il est très, très important d'aménager les espaces de manière à favoriser vraiment ce lien avec la nature et ensuite, bien entendu, d'exposer les enfants et surtout ceux qui n'ont pas d'accès à des paysages diversifiés. Il faut les exposer jeunes à justement, une montagne, la mer, toucher, tu sais, qu'ils soient dans un mode de sensoriel très vite, voilà. Donc ça, c'est important. Donc pour moi, oui, l'enfant est capable de faire beaucoup avec son imagination et le peu de nature qu'il a, mais en même temps, le risque, c'est qu'à terme, eh bien, l'extinction de l'expérience va faire que, la relation soit amenuisée et la conséquence concrète, Hicham, de tout ça, c'est que quand on est dans un moment où on est en train de parler de transition écologique, de changement climatique et on veut que les gens adoptent des comportements écologiques pour faire cet effort, je dis vraiment très simplement au niveau du recyclage, au niveau du compostage, eh bien, quelqu'un qui n'a pas de relation avec la nature ou qui n'a pas d'affect et d'affection pour la nature, mais tous ces gestes-là, il va se dire: «Mais, ça me saoule, j'ai pas envie, ça me prend plus de temps». Il y a pas d'affect développé, tu vois? Il y a pas de sens qui est fait de ce geste. Mais on a remarqué avec une nature et ça a été d'ailleurs la révolution que nous avons apportée en termes de narratif par rapport au lien homme-nature, eh bien, c'est de dire: «C'est bien de tirer la sonnette d'alarme par rapport à tout l'enjeu climatique, mais de le faire sur cette base assez, catastrophiste a l'impact suivant, c'est qu'il fait en sorte que les gens se sentent, comment dire? Les gens se sentent, pris dans un
dans un cycle où ils vont être impuissants, ils vont se sentir impuissants. Ils vont même sentir que ces gestes qu'on leur demande de poser ne vont pas résoudre nécessairement la question, tu vois? Et je pense qu'on a évacué et c'est normal parce que ceux qui sont quand même au contrôle de ce narratif-là sont plus des biologistes, sont des gens des scientifiques de la conservation ou alors des gens qui observent le climat. Mais ce ne sont pas des gens qui comprennent la psychologie des êtres humains. C'est pour ça que chez Nature, la psychologie environnementale, la sociologie environnementale sont aussi des disciplines qu'on pense qu'il faut incorporer dans cette réflexion-là. Parce que, en bout de ligne, ce sont des humains qu'on veut faire agir. Donc, il faut comprendre comment l'humain réagit face à tout ce qui est en train de se passer. Il faut avoir cette empathie, tu vois, il faut avoir cette conscience que ce sont des êtres qui sont touchés aussi par ce qui est en train de se passer et il y a une façon de l'exprimer. Et nous, on a décidé que ce serait à travers le développement de l'affect. Et moi, je l'ai vécu. Je fais le lien avec ta question. Moi, je l'ai vécu. Je suis partie d'un état où la nature, à la finale, c'est sûr que ça m'a apporté ça quand j'étais enfant, mais une fois que j'ai grandi en tant qu'adolescente, moi, j'avais zéro relation avec la nature. La nature, c'était dans les documentaires de la BBC, c'était National Geographic, c'est super beau, j'ai envie d'aller à la plage, c'est fantastique, mais après, tu sais, c'est un décor. C'est un décor, c'est sympa, puis c'est tout. Mais face à la question climatique, pour moi, c'était comme secondaire. Mais en arrivant au Québec, et bien entendu, la rencontre avec mon conjoint, avec lequel on a fait une nature, qui lui avait un background complètement différent et qui m'a littéralement pris par la main pour aller dans la forêt, pour faire des expériences vraiment, tu sais, de faire un feu. Tu sais, je sais faire un feu dans la forêt. Oh my God, je sais faire un feu, Hicham. Et c'est extraordinaire. Tu sais, je vois des animaux. Avant, j'avais peur. J'allais en forêt, j'avais très peur. Parce que je ne sais pas ce que c'est forêt. Tu sais, je m'attends à ce qu'il y ait un loup qui sort du bois, un ours, surtout on a des ours ici. Mais c'est ça, c'est cet apprivoisement petit à petit de notre Vraiment. présence en nature qui a tout changé chez moi. Ça a absolument tout changé et je l'ai vécu au Canada. Donc le Canada, c'est ça pour moi. C'était un voyage qui était extrêmement important à faire parce que Alors ça m'a justement complètement réconciliée et appris la nature. alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à quitter Paris pour Montréal? Donc on imagine, on a quelques bribes de réponses, mais qu'est-ce qu'il y a à un moment donné, pourquoi le Canada d'abord? Parce que le Canada est magnifique, mais on a tellement de beaux pays avec de beaux paysages, pourquoi le Canada? Écoute, Hicham, je dirais que, initialement, j'étais dans une position où, je ne me sentais pas bien en France, en fait. Je me sentais pas bien parce que, j'avais certains rêves et j'avais l'impression qu'en fait, tu sais, mon adage, c'est toujours: «Tu peux pas faire pousser un palmier en Arctique». Un palmier, ça pousse dans un certain type d'environnement et moi, toute la question était: «Comment je fais pour trouver l'environnement dans lequel je vais pouvoir pousser?» Et je sentais fondamentalement qu'en France, c'était pas possible. Avec les idées que je portais, à savoir, j'étais très axée quand même sur, l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat d'impact et à l'époque, en tout cas, à l'époque, il y avait aussi toutes les questions d'immigration, il y avait tout le climat social en France et je me disais: «Non, c'est pas là», et puis il y a aussi tout ce côté d'innovation. Tu sais, je pense que la France est un pays honnêtement, c'est un pays extraordinaire au niv et là, je te parle de la France d'il y a 20 ans, parce que là, je veux aussi bien, mesurer ce que je dis. Il y a eu beaucoup d'évolutions, mais la France d'il y a 20 ans, quand j'y étais, je me disais: «Mais j'ai l'impression que c'est tout ce côté innovation, d'amener des nouvelles idées, de faire les choses différemment». Il y a pas je vois pas je sens pas d'appétit pour ça ici. Donc moi, j'avais les yeux rivés vers le milieu anglophone, certainement parce que mes parents, sont anglophones. Ils viennent de la partie du Cameroun, qui est anglophone. Donc il y a tout ça aussi culturellement qui joue. Je me sentais, tu sais, il y a vraiment des différences de mentalité entre les franco et les anglos et donc ce côté très entrepreneurial, ce côté très, go, 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 on y va, bah, écoute, moi, c'est ce qui m'a fait me dire: «Très bien, il faut que j'aille ailleurs et j'ai envie d'aller dans un pays anglophone». Donc je suis d'abord allée en Angleterre, j'ai vécu 4 ans à Londres, dans la banlieue de Londres. Puis ensuite, le Canada, était comme une évidence pour moi parce qu'il y avait déjà un mouvement, de tu sais, une demande, de la part du Québec, hein, d'avoir, des immigrants, francophones qui s'installent au Canada. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est cool, c'est quand même un endroit assez intéressant parce que tu es pas loin de Toronto, tu es pas loin de New York». Donc en étant postée là-bas, je vais pouvoir, peut-être, mieux aller dans ce sens entrepreneurial, tu sais, mieux vraiment apprendre, à être un entrepreneur là-bas.
Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a fait me dire qui m'a dit, «Allez, essaye ça». C'est là-bas que tu et donc est Puis j'ai eu né le goût j'avais le goût de l'Angleterre. Tu sais, j'avais goûté à l'Angleterre un peu avant, donc faire le pas au Québec, au Canada, dans ma tête, il y avait pas le Québec, ce sont 2 choses très distinctes, le Canada et le Québec, mais dans ma tête, c'était le Canada, donc je me disais: «Tiens, ça peut le faire». et donc est né Unature en 2014. Heu, Comment est né ce projet? Est-ce que c'est né justement de ton expérience, d'une intuition personnelle que ça allait être un sujet, important dans les prochaines années? Ou c'est le fruit de tes études, de tes découvertes qui t'a engagé à créer Unature? Alors, une nature, c'est vraiment, tu sais, je le disais un petit peu tantôt en intro, c'est je vis cette aventure comme une vraie somme de tout ce que j'ai pu apprendre auparavant. Donc une nature, c'est le fruit de 2 cerveaux. Il y a celui d'Hubert, mon conjoint, Hubert Mention, qui est anciennement un avocat, qui a évolué beaucoup dans le milieu, du show business. Il a été, avocat pour de grandes célébrités aux États-Unis, en Europe aussi et mais il est avant tout un écrivain et un penseur. C'est vraiment un homme de pensée et je te le disais, hein, moi j'ai quitté la France parce que j'aime l'innovation, j'aime les gens qui pensent différemment et je suis vraiment tombée sur le jackpot et l'idée c'est qu'on arrivait en 2014, après avoir fait beaucoup de choses, et travaillé ensemble surtout, on arrivait avec un besoin de pouvoir maintenant, qu'on avait aussi franchi, et je dois le dire, toute il y a toute une période de temps, c'est quand tu immigres aussi où tu dois t'acclimater, où tu dois comprendre ton environnement. Tu vois, il y a tout un travail aussi quand tu émigres là de saisir ton environnement, puis de faire ton réseau. Donc tout ça a quand même pris du temps. On l'a vécu à travers beaucoup d'expériences professionnelles. Puis là, on est arrivé à un moment où on s'est dit: «OK, là, il est peut-être temps maintenant qu'on fasse quelque chose qui correspond à notre aspiration première, qui est l'impact sur la vie des gens. Comment est-ce qu'on peut améliorer réellement la vie des gens?» Hubert avait cette expérience de la nature bien plus forte que la mienne. Lui a vécu vraiment un épisode de dépression sévère où il était au bord du suicide et le choix qu'il a fait, c'était d'aller dans le nord du Québec, de s'isoler pendant 7 à 8 mois là-bas. Puis quand il en est sorti, bah, il se sentait mieux. À l'époque, il ne l'a pas conscientisé, mais c'est un fait et c'est là où, en fait, il a changé de carrière. Il était donc avocat, il y a eu tout ce stress, ce mode de vie qui était très, 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 prenant. Aussi au niveau personnel, ça n'allait pas nécessairement, donc tout ça a conduit à ce burn-out et donc c'est de là qu'il a décidé de tout lâcher après ce temps en nature et de s'installer à Montréal pour, faire en sorte de devenir écrivain, de revenir à ses premières amours et penser. Et c'est là où je l'ai rencontré. Dans notre histoire, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré. Donc, j'ai travaillé avec lui et pour lui pendant longtemps, à savoir j'étais sa gérante. Donc, il était écrivain, il a publié plus de 12 livres au Québec, dont 2, 3 best-sellers. Donc, moi, j'ai été sa gérante pendant longtemps. Et c'est à l'occasion donc de la Saint-Valentin, son éditeur m'appelle et me dit: «Mais tiens, est-ce que Hubert, ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un homme sur l'amour. Est-ce que tu penses qu'Hubert serait intéressé à écrire ce livre-là?» Donc Hubert, je lui en parle et il me dit: «J'aurais peut-être quelque chose à dire sur, comment dire? J'aurais peut-être quelque chose à dire sur ce sujet. Pour ça, il faut que je me replonge dans toutes les causes qui m'ont amené à avoir un chagrin d'amour, puis ensuite à partir, donc dans le nord du Québec, parce que le chagrin d'amour a été le déclencheur de toute la dépression et cetera, donc de partir dans le nord du Québec et de m'isoler et ensuite de revenir et de devenir penseur. Donc il s'est remis dans ce moment de sa vie et c'est là, Hicham, qu'en réfléchissant, il s'est pour la première fois posé cette question: «Mais qu'est-ce qui m'est arrivé, en fait? Je suis parti dans le nord, j'étais tout seul dans la nature», ce qui est d'ailleurs très dangereux. Comment se fait-il que j'en sois ressortie et que je me sentais mieux et que ça m'a fait changer de carrière? Et c'est là où, en fait, on a commencé à googler et à regarder qu'il y avait beaucoup de personnes qui témoignaient d'avoir eu un contact avec la nature qui a changé ou en tout cas qui a amélioré leur santé mentale. Et on est tombé de fil en aiguille sur plusieurs recherches qui dataient des années 80. On était en 2012 à l'époque, donc qui dataient des années 80 et qui faisaient mention, qui décrivaient certains processus qui amenaient à une amélioration de la santé mentale, une amélioration de la, comment dire,
Il y avait une étude en particulier qui est l'étude pionnière qui explique comment on a pris 2 groupes, qui avaient suivi à peu près la même intervention chirurgicale. Un qui était mis dans une chambre qui avait une vue sur la nature, un autre groupe qui était dans une chambre qui avait une vue sur absolument un mur. Et on a constaté que le groupe qui était, avec la vue sur la nature avait pris moins de médicaments, s'était régénéré beaucoup plus vite et était en mesure donc de quitter l'hôpital plus rapidement parce que apparemment, le fait d'avoir une vue sur la nature provoquait aussi tout un tas de processus à l'intérieur de leur corps qui faisaient en sorte qu'ils récupéraient plus vite. Ils étaient dans un état d'apaisement également qui favorisait la récupération. Donc voilà, toute une série de phénomènes et ça nous a tellement frappés qu'on s'est dit: «Mais c'est incroyable!» Donc il a rédigé son livre, puis ensuite on s'est replongé là-dessus et on s'est dit: «Mais il faut qu'on fasse quelque chose». Lui, c'est donc tout l'aspect santé mentale qui l'a vraiment interpellé et moi, en fait, Hicham, ce qui m'a fait vraiment me dire: «Je veux travailler sur ça», c'est que j'ai vu une étude, qui expliquait comment dans des quartiers défavorisés, le fait d'implanter davantage de couvertures arborées réduisait la criminalité de 20. Et moi, bien entendu, ça résonnait avec mon passé et je me suis dit: «Mais c'est incroyable, comment se fait-il que ça ne se sache pas?» Et Hubert et moi, on est beaucoup plus des communicateurs. J'ai pas de background scientifique, j'ai fait des études de droit, j'ai un bachelor, je crois que c'est une licence en droit des affaires. Hubert est avocat. On sait penser, on sait ordonner notre pensée, structurer notre pensée, on sait communiquer parce que nos expériences professionnelles nous ont amenés à être dans le relationnel. Moi, j'ai un background aussi dans les RP, dans les relations publiques, dans les relations gouvernementales. Donc tous ces bagages-là nous ont fait nous dire: on est capable de pouvoir à la fois colliger les informations qui sont nécessaires pour avoir une réflexion sur l'état de la société aujourd'hui et voir comment l'intégration de ces connaissances sur l'impact de la nature peuvent jouer un rôle majeur. Et en même temps, on est capable de fédérer, on est capable de faire travailler les gens ensemble, de mobiliser. Et en fait, après avoir lu ces études, Hicham, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Bruxelles et j'ai assisté à un congrès scientifique, qui était organisé par, le Phénotype. Donc c'est la Commission européenne qui avait mandaté certains chercheurs de toute l'Europe, de travailler en fait, d'enquêter sur ce phénomène qui était naissant là, de la nature a un impact sur sur certains phénomènes, biologiques et de santé mentale. Et j'écoute ces chercheurs qui dévoilent chacun à leur tour, les études, en tout cas les découvertes qu'ils ont fait et je les entends surtout dire: nous, on est capable de faire les recherches, mais on ne sait pas comment faire pour les faire traverser vers la société civile. Parce qu'on sait tout ça, maintenant on est capable de dire: «Oui, ça existe, il y a un impact fort», mais comment est-ce qu'on fait pour que ça se retrouve dans les écoles, pour que ça se retrouve dans les milieux de travail? Comment on fait ça? Nous, on ne sait pas le faire, on est des chercheurs. Et c'est là où je me suis dit: Eh bien, je pense que c'est ce qu'on va faire. Si c'est ça le besoin, on est capable de le faire». Et c'est comme ça, en revenant de Bruxelles, avec une Nature, on s'est dit: «On va le faire». On a créé l'OBNL. C'est un organisme à but non lucratif, qui est plus une entreprise d'économie sociale, parce qu'on n'est pas dépendant de subventions. On a choisi de vraiment, générer nos propres revenus à travers les formations, à travers la diffusion de ces recherches, des conférences et des projets. Donc on a décidé de faire ça et depuis, bah, écoute, c'est extraordinaire. La pandémie est arrivée. On nous prenait pour des hippies au départ, 2012. Quand la pandémie est arrivée, on a travaillé avec tout le monde. Tout le monde est venu nous chercher parce que l'aspect scientifique sécurise beaucoup, D'accord. le discours scientifique sécurise beaucoup. Tu as publié un mémoire, alors que j'ai pris plaisir à lire, qui était, destiné enfin qui a été réalisé à l'occasion des consultations du gouvernement fédéral canadien. C'est une sorte de plaidoyer, c'est ça? Pour, plus de santé, enfin en tout cas, se concentrer sur l'impact de la santé dans nos vies. Tu parles de risque d'asphyxie dans les grandes villes comme Montréal ou Paris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça représente concrètement, cette notion Mais de d'asphyxie de ces villes? écoute, je reviens sur ce que je te disais en termes d'urbanisation, OK? On veut densifier. C'est un fait. On veut densifier parce qu'on veut ça fait partie ça fait quand même partie des solutions qu'on a identifiées pour éviter l'étalement urbain. Voilà, ça fait partie des solutions qu'on a trouvées pour justement combattre, le changement climatique, si j'ose dire. S Je pense qu'on le regarde, je pense qu'on a souvent regardé
la lutte au changement climatique sous le seul angle justement des solutions pour faire redescendre la température, pour éviter les GES. Mais je ne pense pas qu'on encore une fois pour la raison que j'expliquais tantôt, c'est-à-dire que on n'a pas toutes les bonnes expertises autour de la table quand on regarde le problème, mais on l'a peut-être pas regardé sous l'angle de comment dire? De tout ce que ça implique ensuite en termes de, santé mentale, en termes de bien-être humain, de la condition humaine, de la biologie des humains aussi. À quoi est-ce que ça les expose? Donc quand je parle de risque d'asphyxie, c'est juste une façon de pouvoir expliquer que les humains ne sont pas nécessairement faits dans leur biologie pour vivre dans des zones qui sont extrêmement denses. Ou en tout cas, quand c'est le cas, eh bien, ça s'est accompagné de tout un tas de, comme je disais tantôt, c'est accompagné de tout un tas de pathologies qui se développent. Et il faut faire attention à ça. La nature, comme je le disais dans le mémoire, parce que ça, c'est un mémoire qui était rédigé pour, en fait, répondre à cette, comment dire? On est dans un contexte où l'économie va primer. L'économie prime. Maintenant, les États il y a une géopolitique qui change, des alliés économiques qui ne le sont plus. Au Canada, tu le sais, c'est les États-Unis qui sont les partenaires numéro un au niveau économique pour le pays. Donc c'est en train de changer. Donc, il y a une inquiétude au niveau de la performance et de la productivité des entreprises et ça va avoir et ça a déjà un impact sur la santé des travailleurs. Heu, il y a beaucoup de stress, le phénomène du stress en entreprise grimpe. On a des nouvelles générations qui, elles, ont une perte de sens, ont en même temps une grosse inquiétude par rapport à leur avenir, économique. Elles n'arrivent pas à se loger, crise du logement. Donc on est dans un contexte de polycrise, Hicham, qui fait que on trouvait que c'était important de pouvoir adresser aussi tout le contexte pressant, mais sous un angle de l'impact que ça a aussi sur les gens. Hem, donc je pense que le signal d'alarme, c'est seulement de dire: «Densification oui, mais utilisons toutes les solutions qu'on a à notre portée pour faire en sorte que cette densification se passe de la meilleure façon possible» et si on veut que ça se passe de la meilleure façon possible, il faut faire attention aux inégalités dans les quartiers, il faut augmenter l'accès à la nature parce que ça va devenir une soupape pour les gens de pouvoir vivre mieux et ça va améliorer le lien social aussi. Ça va permettre aux enfants de sortir d'un certain niveau d'anxiété aussi. Donc si tu veux, c'est vraiment ça l'argumentaire. Je comprends bien. Est-ce qu'il y aurait pas, alors moi j'ai une question, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une société très paradoxale où on est obsédé par la santé, par le bien-être? On mesure tout, on optimise tout, on médite, on fait du yoga, on compte ses pas, on surveille son sommeil. Des milliards de dollars et d'euros sont investis dans la santé. Bon, pas forcément toujours bénéfiques, les contextes sont difficiles dans ces sujets-là et à la fois, on néglige l'un des leviers les plus puissants dont tu parles, c'est-à-dire la nature, l'accès aux espaces, aux parcs. Aujourd'hui, la science le prouve. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe qui est difficile à déjouer, qui est peut-être de l'ordre de la culture plus que des aspects, comment dire? Techniques qui seraient celles de dire, bah, en fait, telle et telle pathologie, heu, est liée à telle et telle, cause. Écoute, je te dirais, c'est une très bonne question, Hicham, et je pense que tu as bien raison. Je pense qu'on est aussi dans un moment où on médicalise beaucoup les choses, où on veut tout expliquer cognitivement, on veut tout mesurer, on veut bon. Moi, je pense qu'il y a jamais rien de mauvais, mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. J'aime le savoir, donc j'ai peut-être un biais, parce que je trouve que quand on est capable de pouvoir expliquer quelque chose, on est aussi capable donc de pouvoir mieux le transmettre, mieux mobiliser et je pense que la chose positive que je vois dans le fait de vouloir tout mesurer, de vouloir comprendre, c'est en bout de ligne, ça peut aider à designer des solutions qui soient, beaucoup plus efficaces. Mais d'un autre côté, c'est là où je te rejoins dans le «attention», c'est que à la finale, ce qui va faire la différence, selon moi aujourd'hui, c'est surtout le courage politique. Moi, je pense que c'est ça. C'est le courage politique et c'est la capacité de pouvoir, heu, transformer les connaissances en solutions pratiques
et implémentable dans les politiques actuelles. Moi, je trouve qu'on est dans un moment de transition à tous les niveaux aujourd'hui, Hicham, et il faut tout re-questionner. Il faut vraiment tout re-questionner, pas re-questionner les fondamentaux, parce que la santé, c'est un fondamental. Je pense que c'est une évidence. Sans la santé, je ne sais pas ce que les gens sont capables de faire dans leur vie personnelle, leur communauté, pour comment dire, pour leur contribution même économique. Je ne sais pas ce que tu peux faire si tu n'as pas la santé. Mais par contre, ce que je pense, c'est que au niveau de nos institutions, heu, il y a forcément énormément d'améliorations à faire. Il y a tout un comment dire? Il y a un changement démographique. Moi, je trouve qu'on met beaucoup de temps avant de pouvoir réellement, comment dire? Mettre en application, en fait, les connaissances qu'on a. Voilà, c'est juste ça. Parce que il y a une accumulation de dingue de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus rendu à consulter, à revérifier, on n'est plus rendu là. Aujourd'hui, on est rendu davantage à trouver la manière dont on peut transformer ça en outil pratique. Et je pense qu'il y a 2 choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, en tout cas que moi, je constate sur le terrain, Hicham. C'est que d'un côté, les leaders qui sont en mesure de pouvoir influencer les politiques publiques ne sont pas informés, n'ont pas le temps de s'informer. Telle est aussi la logique des cabinets, la logique de l'organisation politique. Ils n'ont pas le temps de s'informer. Il faut des gens de l'intérieur, et moi je crois beaucoup aux agents dormants, c'est-à-dire des gens qui sont à l'intérieur des organisations et qui font cheminer les idées. J'ai vu ça beaucoup dans mes différents métiers, et là, au sein du Nature, c'est sur ces personnes-là que nous, on s'appuie, et c'est pour ça que les résultats qu'on a pu obtenir so far, c'est grâce plutôt à cette façon de travailler avec ceux qui sont à l'intérieur. Donc moi, je pense que dans les institutions, il y a cette navigation qu'il faut arriver à réaliser pour faire en sorte que ces idées arrivent au bon endroit et que des politiques publiques puissent être influencées. Puis de l'autre côté, je pense que dans la société civile, on est capable aussi de mettre en place des projets, on est capable de disséminer aussi cette approche, toutes ces approches. Il y a une adhésion de plus en plus grande à ça, Hicham. Tu sais, on n'est plus comme en 2012. Là, en 2026, moi, je suis mais tellement optimiste parce que ce que je vois, c'est des gens qui, je veux dire, ils essayent. Tu sais, nos vis-à-vis, là, ce sont des professionnels des RH, ce sont des enseignants, ce sont des directeurs d'école, ce sont des chercheurs aussi, bien entendu, ce sont aussi des députés. Écoute, il y a un monde fou qui veut savoir, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que j'arrive à changer cette école, j'arrive à changer cette classe, j'arrive à donner des soins. Tu vois, les infirmières, on a beaucoup d'infirmières aussi et des médecins qui se posent la question, comment est-ce qu'on peut faire intégrer ces pratiques-là? Donc moi, je te dis, Hicham, et je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je me sens de partager ça. Je veux vraiment dire qu'il y a un mouvement qui existe déjà, tu sais? Mais on est juste à un moment où il faut qu'il y ait vraiment cette masse critique Basculement, pour qu'ensuite, eh bien, on bascule réellement dans ça. Mais on est dans un moment de transition, donc c'est normal qu'il y ait aussi des choses qui prennent du temps. Mais je pense que plus des gens comme toi qui font des entrevues avec des personnes qui voient les choses différemment, avec des gens qui veulent apporter une autre perspective à la manière dont on considère ces enjeux, je pense que ça change tout, ça change complètement. absolument tout. Super, bon, en tout cas, c'est un message très positif. Bah, une question qu'on a dû te poser des centaines de fois, bah, tu as grandi dans la banlieue parisienne, tu es française, tu vis au Québec, à Montréal. C'est quoi les différences de mentalité que tu perçois sur ces sujets-là? Là, tu me parles effectivement, de ce dynamisme, cette inspiration, enfin, cette énergie qui est déployée pour pouvoir trouver des solutions. Comment tu perçois les différences entre, ben, l'Amérique du Nord et la France, l'Europe du Nord? C'est une super question. Écoute, moi, ce que j'ai beaucoup appris en venant ici, c'est comment est-ce que je peux expliquer ça? Je dirais, voilà, je le dirais comme ça. Le Québec, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il t'apprend à utiliser ou à intégrer le côté empathique et humain dans ce que tu fais. C'est-à-dire que il y a un sentiment très fort de communauté qu'on sent au Québec. Et de manière générale, j'ai trouvé, quand j'étais même en Angleterre, il y a tu sais, le Québec est francophone, mais il est quand même empreint d'une culture britannique. On le sent. Les Québécois vont me frapper parce que je dis ça et qu'il y a ces oppositions-là entre les Britanniques, bah, historiquement là, mais
quand tu arrives ici, moi, je trouve que tu sens qu'il y a il y a un fond britannique et il y a aussi un fond autochtone. Les Premières Nations, tu sens aussi qu'il y a une grande empreinte dans la manière dont les Québécois vont gérer, comment dire, vont s'attaquer à un enjeu. Il y a ce côté très collaté collatéral, collectif. Il y a un côté très solidarité. On veut vraiment qu'il y ait tout le monde autour de la table. On veut qu'il y ait de la consultation. On veut que les gens puissent s'exprimer. Il y a ce côté démocratique quand même qui est très, très fort, je trouve, au Québec. Et donc ça fait en sorte que quand on est face à un enjeu comme, disons, la santé mentale, qui est quand même un enjeu qui est très vo c'est on est très vocaux sur la santé mentale au Québec, peut-être plus qu'en France où j'ai l'impression que c'est un peu plus tabou, où il y a encore un peu de ouais, il y a un peu de retenue à Effectivement, parler oui. de ça. Ouais. Mmh. Beh, ici, au contraire, on parle très ouvertement de santé mentale, on parle très ouvertement de ses émotions, de son intériorité. C'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou et ce que ça facilite, c'est que on v quand on sait comment les gens se sentent, ben, on va essayer de designer des solutions qui vont être des solutions efficaces, mais qui vont aussi respecter le ressenti des uns et des autres. On va prêter attention à ça. Donc je te donne un exemple, très concret. Que je peux tirer par exemple de l'éducation de mon fils, parce que je trouve que c'est un très bon exemple. Mon fils a grandi ici, il est arrivé, il avait 2 ans et il a fait toutes ses études et son école ici et j'ai toujours été très frappée par le fait que quand on te demande de faire des devoirs, heu, on va insister sur le fait qu'il faut bien entendu compléter les devoirs, mais on va s'assurer aussi que tu aies tout en main et que tu te sentes bien avec je sais pas comment expliquer ça, mais que au ni tu sais, que tu aies la motivation, voilà. On veut s'assurer aussi que tu sois motivé à le faire. On va Sur ça douane, t'encourager. en fait. Voilà, Une fois, c'est bon exact. pour travailler, ouais. Exactement. Donc, ce que ça là, je te parle d'un enfant, mais quand tu maintenant répercutes ça au niveau, de la société québécoise, et ben, tu te rends compte que c'est très important dans le dialogue. Le dialogue va être peut-être beaucoup plus important que ça ne l'est, en tout cas en France, moi je pense et ça facilite beaucoup les choses. Parce qu'on est plus capable donc, selon moi, de designer des solutions qui vont toucher plus de monde et qui vont avoir un retentissement beaucoup plus fort. Et quand je dis toucher plus de monde, c'est encore une fois parce que je veux mettre l'accent sur ce côté où on veut réellement faire en sorte qu'il y ait tout le monde autour de la table. Tu sais, quand on va traiter d'un problème sur les personnes qui ont un handicap, on va s'assurer que ce ne soit pas une décision qui soit faite hiérarchique, une décision qui vienne du top down, mais que ce soit vraiment quelque chose qui vienne du terrain et qu'il y ait les personnes qu'on veut représenter, enfin les personnes pour lesquelles on veut faire cette réglementation, par exemple, qu'elles soient réellement représentées, qu'elles soient présentes, qu'elles aient leur mot à dire. Bon, après, il y a encore des problèmes quand même d'accessibilité par moment, mais l'intention est là et les comment dire? Et les processus sont mis en place pour atteindre cet objectif-là, tu vois? D'une représentativité maximale et ça, j'aime beaucoup. Tu le retrouves dans le monde de l'entreprise, comme tu le retrouves dans le monde communautaire, tu le retrouves dans les cellules familiales, c'est cette espèce de respect horizontal. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un exemple que tu donnes dans ton mémoire, concernant l'entreprise Mon Technicien, qui achète des îles pour ses employés. Est-ce que pour toi, c'est une mode passagère ou c'est, un signe d'un vrai changement, un vrai changement dans le monde du travail? Bah, écoute, je pense qu'il y a un aspect culturel qui est très fort. Je ne connais très mal, par exemple, ce qui se passe en France et on va dire la culture de la relation avec la nature en France, mais parce que j'ai vraiment pris conscience de ça en étant ici et je peux te dire que la connexion à la nature au Québec, elle est là depuis des générations et des générations. Le Québec, le lien, tu sais, les gens font du camping, les gens passent du temps en nature, les gens ont besoin d'aller au bois, comme ils disent, dans la forêt, faire du canot. Je veux dire, ça fait partie intégrante du lifestyle, canadien. La nature, c'est vraiment ancré. D'ailleurs, il me semble que c'est le drapeau avec la feuille d'érable, il me semble que c'est le seul pays sur lequel on voit un élément végétal, sur le drapeau, officiel. Donc l'idée, c'est que ça fait partie intégrante de ça. Donc pour répondre à ta question, je dirais ça peut pas être une mode parce que c'est déjà là, c'est quelque chose de très présent. Maintenant, acheter une île, acheter une île, je pense que premièrement, des entreprises le font aussi aux États-Unis, d'acheter des espaces pour les employés. Je pense au contraire que c'est quelque chose qui relève davantage d'une volonté de
de montrer surtout aux prochaines générations qu'il y a quand même ce que je veux dire, en fait, Hicham, je suis un peu décousue, mais ce que je veux dire, c'est on veut prêter attention à la prochaine génération au travail et on sait que la prochaine génération au travail, elle elle a un besoin énorme de sens et les questions environnementales sont extrêmement présentes et déterminent même leur choix d'employeur. Donc, acheter une île aujourd'hui, c'est stratégique. Faire une action qui va dans le sens d'intégrer la nature, c'est stratégique, je pense, pour faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à avoir de la rétention et de l'attractivité auprès des prochaines générations. Moi, je le vois comme ça. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est ce que j'aime dans le monde entrepreneurial quand même, c'est que oui, il y a des gestes qu'il faut poser. On voit du greenwashing, on voit plein de choses qui, je veux dire, qui peuvent avoir l'air d'être, purement stratégiques et dénuées d'envie ou de sens. Mais bottom line, en fin de compte, Hicham, moi, je pense que ce qui compte, c'est qu'il y ait une action qui soit posée. Moi, j'aime bien la vertu, mais la vertu qui n'est pas accompagnée d'une action, je trouve ça contre-productif. Donc, à la limite, si c'est un effet de mode, il faut en profiter. C'est comme toutes les affaires de diversité et inclusion. OK, diversité inclusion, soudainement, c'était très important d'avoir un représentant de toutes les communautés dans son entreprise. C'est une ouverture. Après, ce qu'on en fait, il faut en faire quelque chose, Ah, tu vois? bien sûr, ouais, tout à fait. Moi, je pense. Faut être pragmatique aussi. Il y a un point aussi qui était très intéressant dans ton mémoire. Tu proposes d'utiliser les parcs nationaux comme des infrastructures de santé mentale préventive. Je connaissais Oui. pas du tout cette notion. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Concrètement, ça ressemble à quoi? Bon, eh bien, tu me donnes l'occasion de pouvoir le dire, out loud parce que j'ai envoyé mon mémoire, mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Donc, je vais pouvoir l'expliquer parce que au Canada, la spécificité quand même, c'est il y a énormément au niveau des ressources naturelles, le Canada, c'est immense. Immense, immense, immense. On parle je crois déjà que 20 de l'eau mondiale, c'est des sources d'eau, pures mondiales sont au Canada et on m'a parlé de 2 millions est-ce que c'est des îles? En tout cas, bref, de forêts, bref, il y a un terrain énorme, énorme. Moi, avec les chiffres, c'est horrible. Mais il y a un terrain énorme en termes de forêts, de ressources naturelles. Donc, les parcs nationaux, selon moi, sont un levier extraordinaire pour faire en sorte d'ancrer une culture nature-santé. Actuellement, dans les parcs, donc tu rentres, tu dois payer un forfait, tu peux profiter d'un espace pour faire du camping, tu peux utiliser le parc de manière récréative. Mais maintenant, je pense qu'avec le phénomène de la santé mentale, euh, il est important de pouvoir faire en sorte que le positionnement du parc change. Le parc, pour moi, dans la mesure où c'est un bien public, l'attachement des citoyens à leur parc peut donner naissance justement à une première habitude de vie qui soit, comme je disais, qui aille dans le sens de se faire du bien en allant au parc et non pas juste faire un barbecue quand je vais au parc. On peut faire un barbecue quand on va au parc, il y a aucun problème, mais conscientiser le fait que c'est aussi un geste de santé, moi je pense que c'est impératif que nos biens publics soient utilisés pour ça, en fait et il y a énormément de choses que les parcs pourraient faire, en termes de communication, en termes de comment dire? D'ouverture. Mais moi, j'interpelle autant les parcs d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le mémoire, mais que les propriétaires privés. Parce que tu as aussi des propriétaires privés de forêts qui sont en train maintenant, en raison de toute la question climatique, de faire attention à l'aspect des coupes, et qui doivent peut-être rediriger l'exploitation de leur forêt vers un autre créneau. Et je pense qu'un créneau d'avenir est aussi le créneau de l'ouverture ou en tout cas de l'utilisation de leurs propriétés pour des projets qui visent à augmenter la santé publique. Et il y a des partenariats que nous, on fait à Unature en ce moment qui incluent ça. On appelle ça les forêts thérapeutiques ou des forêts certifiées Unature. Donc, on a réuni tout un tas de critères et ça se fait déjà en Corée du Sud, ça se fait déjà au Japon. Et ça se fait d'ailleurs en Allemagne aussi, il y a comme un concept aussi de forêt thérapeutique, c'est d'utiliser cette forêt, en tout cas d'aménager plus ou moins la forêt, sans trop y toucher, mais aménager la forêt de manière à ce qu'on puisse créer un parcours qui soit un parcours qui augmente la possibilité pour la personne qui réalise ce parcours d'être exposée aux éléments qui vont la maintenir en santé. Et moi, je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est de repositionner ces territoires, privés ou publics, dans un objectif de santé. Et c'est à moindre coût, Hicham. C'est surtout ça, c'est que c'est à moindre coût. On n'est pas en train de réinventer un aménagement,
On est juste en train de repositionner et de faire en sorte que dans nos communications, on allie la santé publique avec les ressources naturelles. Et en fait, tu sais, ça me fait penser à une chose, Hicham, c'est que il est temps, et je pense que c'est cette transition qui est en train de le montrer, qu'on ait davantage un esprit de synthèse, un esprit qui soit plus en silo. C'est-à-dire, on a les parcs d'un côté, la santé publique de l'autre, l'éducation ici, le milieu du travail. Non, tout est dans tout. Donc, il faut maintenant essayer de créer ces connexions et ces synthèses entre les différents volets de notre espace public pour faire en sorte d'arriver à cet objectif de, de de donner de maintenir la santé des gens ou de l'augmenter. Et il y a un point que tu oublies pas, c'est l'aspect, financier, puisque tu demandes un investissement de 250 millions de dollars par an. Face au scepticisme, aux levées de boucliers qu'il pourrait y avoir des décideurs, comment tu défends le retour sur investissement? Alors tu parles de chaque dollar investi pourrait générer 2,3 à 6 dollars, donc c'est très précis. Comment C'est tu très comptes précis. défendre, justement cet aspect financier qu'il faut bien évidemment ne pas oublier puisque tu es forcément questionné sur ces sujets-là? Bien sûr. Mais écoute, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est on est en train de parler de prévention. On est en train de dire, est-ce qu'on peut maintenant basculer dans une logique de prévention plutôt qu'uniquement être dans la logique de traitement? C'est-à-dire qu'il faut une logique de traitement, c'est sûr et certain. Mais on peut faire des gains. Les budgets de santé aujourd'hui sont énormes. Moi, je sais que dans le milieu du travail, et ça, ce sont des chiffres qui datent de 3, 4 ans, on était à 6 milliards. 16 milliards, pardon, de dollars comment dire? Qui sont dépensés par les entreprises en raison de l'absentéisme, du présentéisme aussi. C'est des problèmes de santé mentale qu'on retrouve, ou en tout cas de l'anxiété, de la gestion du stress, qui est très difficile et qui amène à ce que les gens prennent des congés, à ce que les gens ne sont moins productifs. Donc ce sont des sommes énormes. En milieu de la santé aussi, le vieillissement de la population, le tu sais, ce sont des sommes extravagantes là qu'on va devoir investir dans la santé en traitement, s'il n'y a pas une action qui est faite en prévention. Donc moi, je sais qu'une chose est certaine, c'est qu'il y a des modèles qui fonctionnent déjà. Moi, je ne suis pas en train de parler de quelque chose de neuf. Je suis en train juste de dire, on a observé ce que font la Finlande, ce que fait l'Angleterre. Il y a des programmes qui existent, qu'on a déjà mesurés, et on s'aperçoit justement que quand on applique un programme qui vise, par exemple, il y a les prescriptions nature qui existent déjà en Colombie-Britannique ou qui existent en Angleterre. C'est né en Angleterre, au Royaume-Uni. Quand on est en mesure de pouvoir détecter plus vite, ou en tout cas de pouvoir amener plus vite les gens dans un espace qui leur permette de se réguler et de rééquilibrer l'anxiété là qu'ils sont en train de vivre, eh bien, on évite à cette personne de finir aux urgences, on évite à cette personne ensuite en bout de ligne de devoir prendre des médicaments. C'est un discours hyper simple, mais qui est, je veux dire, c'est une mesure qui a été faite 1 milliard de fois. Il y a des économistes qui sont spécialisés dans ça, Hicham, hein. Ce sont vraiment des économistes qui ont fait le travail de se dire comment est-ce qu'on peut économiser en coûts en santé pour une entreprise comme pour un État si on applique certains programmes qui existent déjà et qui exposent les gens à la nature, au contact avec la nature. Donc moi, ce que je veux juste dire, c'est à un moment donné, la meilleure richesse, c'est aussi la richesse qui est contenue dans le fait de moins dépenser. Il y a la richesse qu'il faut générer, mais il y a aussi la richesse qui vient du fait qu'on n'est pas en train de dépenser beaucoup d'argent et qu'on peut donc réinvestir en éducation, qu'on peut réinvestir dans l'innovation, qu'on peut investir, en ce moment, c'est la défense. Mais l'idée, c'est vraiment, regardez, on peut complètement, avec le contact avec la nature, faire en sorte que pour un investissement qui permet en fait simplement de créer cet accès, parce que le 250 millions, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut créer l'accès. Mais si on peut créer cet accès-là, vous allez voir qu'en fonction de tout ce qu'on a pu étudier au niveau physiologique et au niveau émotionnel, au niveau tout ce qui cause en fait ces troubles chez les gens, eh bien, on a des résultats tangibles. En entreprise, on a des résultats tangibles. On a mesuré qu'on pouvait augmenter de 20% la productivité quand on insère, par exemple, un programme à travers lequel les gens vont faire une réunion en marchant plutôt que d'être sédentaires et d'être assis toute la journée en face d'un ordinateur et générer des maladies cardiovasculaires. Donc, si tu veux, c'est à ça que ça sert la connaissance à un moment donné. Sinon, à quoi ça sert? Si on le sait, il faut le transformer en un outil qui va permettre d'aboutir à faire des choix plus judicieux pour tout le monde, parce que c'est de l'argent public dont je parle.
Je sais pas si c'est moi, honnêtement, quand j'en parle, j'arrive avec mes statistiques, Hicham. Tu sais, j'arrive là, mon discours, dans mon mémoire, avec certains chiffres que je peux détailler par la suite, mais on les a les chiffres, tu sais, Ils sont les au existants. niveau économique comme au niveau scientifique. Donc à un moment donné, faut agir. C'est pour ça que je parlais de courage politique et de courage décisionnel. C'est là où on en est. On n'est plus dans: «Faut encore que j'essaye de te convaincre, que ça fonctionne». Non, il y a Il énormément de faut à faire. programmes Mmh qui mh. l'ont. Tout à fait. Voilà. Il y a Même nous, on a fait cette étude avec notre parcours reconnexion nature. On a emmené une équipe de McGill en ergothérapie qui est venue mesurer le parcours qu'on a designé en nature, qui fait en sorte que les gens apprennent comment la nature les impacte. Et ils ressortent de là avec, ils ont un petit senseur sur le doigt et le senseur mesurait comment dire, il y avait des capteurs en fait qui mesuraient certains, comment ils appellent ça? Des indicateurs, la sueur ou les battements de cœur, voilà, qui indiquent le niveau de stress qu'on peut ressentir, de manière générale. Eh bien, dans la nature, avec l'activité, Hicham, crois-le ou pas, de toute façon l'étude a été publiée, mais c'était un fait. Le corps réagit, apaisement, on est plus calme et quand tu récoltes les témoignages, les gens se disent: «Mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais utiliser la nature de cette manière-là, je ne savais pas et maintenant je vais le faire». Donc il faut continuer. intéressant. Il y a un point, social sur lequel tu appuies, pour pas, sombrer dans une inégalité environnementale, comment dire ça? Heu, Tu as parlé tout à l'heure des quartiers et l'inégalité sociale puisse être aggravée par l'inégalité environnementale. Oui. Et donc du coup, tu proposes d'attribuer des bourses pour les plus jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes issues des communautés racisées. Comment on fait pour, justement ne pas, tomber ou aggraver l'inégalité sociale avec des inégalités à l'accès à la nature? Comment on fait? Alors, je tu sais, moi j'ai toujours dit que, je t'ai dit, j'ai pas de background scientifique et je ne suis pas chercheuse, mais je peux affirmer une chose, c'est que je suis une experte en injustice environnementale puisque je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans les quartiers et ce que je peux te dire, Hicham, c'est que une des causes premières de l'injustice environnementale, c'est le fait que les personnes qui subissent, en fait, certaines décisions qui sont prises, d'amener, des pylônes électriques à 2 mètres de chez toi, d'installer une entreprise extrêmement polluante à 100 mètres de chez toi, ou alors de réaliser des coupes qui font qu'ensuite il n'y a pas d'accès à un espace vert. Eh bien, tout ça est possible parce que, premièrement, en général, on pose ce genre de gestes dans des endroits dans lesquels on sait que les personnes ne vont pas manifester de résistance. Ça, c'est le numéro un. Donc, moins les gens sont en mesure de pouvoir protester ou sont en mesure de pouvoir défendre leurs droits et plus on peut faire poser ce type d'action. L'une des choses qui est importante, c'est bien entendu de faire en sorte que les gens comprennent ce qui est en train de se produire et puissent ensuite avoir accès à des moyens de mobilisation et de savoir à qui parler dans les pouvoirs publics. Et souvent, en fait, moi, je l'ai vécu parce que j'ai vu ma mère immigrante, elle parlait pas nécessairement aussi bien le français, donc et elle connaissait pas son écosystème. Elle connaissait pas l'écosystème, la mairie, comment ça fonctionne, on ne sait pas ça. Elle est plus occupée à faire en sorte que la vie de ses enfants roule, qu'il y ait du pain sur la table, et cetera. Donc le temps dégagé pour aller protester et pour aller dire à la mairie, au conseil municipal, aller interroger ton député, et cetera, tu ne le vois pas arriver. Et moi, je pense qu'une des causes premières, c'est cette impossibilité de facto, à être capable d'activer des leviers politiques et des leviers, comment dire? Bah, tu comprends ce que je veux dire. Donc ça, c'est le un. Donc plus on peut conscientiser les gens à ça et encore, il y a un cycle, Hicham. Moi, je te dis, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit: «C'est sûr que on peut donner des outils, on peut le dire aux gens. On peut dire: "Oui, mais tu peux aller à la mairie, tu peux faire ci", mais il y a des conditions de vie qui sont défavorables à ça». D'accord? Et c'est très difficile de pouvoir, jongler avec les 2. Donc l'idée, c'est que
Ça, j'ai pas de réponse à ça, mais je sais que c'est un facteur qui fait en sorte que ces gestes sont posés et que l'inégalité existe. Maintenant, il y a des gens qui sont capables de pouvoir créer cette mobilisation et Dieu merci, il y a des organisations qui, elles, veillent et regardent et font en sorte que ces gestes ne soient pas posés et représentent la voix de ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer pour plusieurs raisons. Donc l'idée, je pense, Hicham, c'est qu'il faut que ces représentants-là soient autour de la table ou soient vraiment présents dans le moment décisionnel. Sans cette présence-là, moi, j'ai vu la différence que ça fait, Hicham. Vraiment, j'ai vu la différence que ça fait quand on est capable de pouvoir amener un certain argumentaire ou on est capable de mobiliser et d'amener le fruit de cette mobilisation à la table des décisions et quand il y a une absence flagrante de ceux qui doivent être représentés autour de cette table. Si on ne résout pas ce problème-là, moi, je pense que ça ne fonctionnera pas. Et l'autre bout, c'est que il faut forcément, pour que ça arrive, il faut qu'il y ait des mécanismes réglementaires qui le permettent. Si de facto, on se fiche d'avoir cette représentativité, ben, ça va rester comme ça. Mais si on veut, dans nos principes fondamentaux, qu'il y ait cette représentativité, eh bien, il faut installer des mécanismes de consultation obligatoires. Il faut installer des mécanismes qui permettent de récolter le point de vue terrain de ceux qui vont vivre tout ça. Tu me suis? Donc je pense que c'est là où ça se situe. C'est l'engagement des populations, en fait, C'est ça. c'est le Et puis bien primordial. Alors entendu, voilà, et puis nous, moi je pense, moi je me sens tributaire et c'est certainement pour ça que à U-Nature, moi le volet qui est le plus important pour moi, c'est le volet qui vise justement à augmenter l'accès à des populations qui sont plus marginalisées et ça, c'est hyper important. On a fait plusieurs webinaires où on fait en sorte que d'entendre les personnes qui vivent avec un handicap, les personnes qui sont non-voyantes par exemple et qui en ville, c'est très compliqué Hicham, c'est très compliqué pour les personnes de pouvoir se rendre au parc. Et une fois qu'elles se rendent au parc, il n'y a pas d'infrastructures qui sont aussi qui sont mises en place pour permettre à une expérience dans laquelle ils vont se sentir en sécurité. Parce que le problème, par exemple, quand tu es non-voyant, c'est que tu ne te sens pas en sécurité très vite. Tu vois? Donc, parce que tu n'es pas capable de repérer certains obstacles. Donc, il faut sécuriser certains lieux pour que les personnes qui vivent avec un handicap le fassent. Les personnes âgées, par exemple, une autre problématique, c'est est-ce qu'on peut avoir davantage d'espace pour qu'elles puissent se reposer, pour qu'elles puissent s'asseoir? Tu sais, ce sont des aménagements comme ça, mais tu ne peux pas l'inventer. Il faut le demander aux populations. Il faut leur demander de quoi elles ont besoin et ensuite il faut l'inscrire dans des mécanismes qui vont permettre de le réaliser. Mais s'il n'y a pas cette volonté-là, ça ne va pas se passer. Et les inégalités vont venir, encore une fois, de cette ignorance du vécu des personnes qui devraient être aussi en mesure de profiter de ces espaces. Quel message, tu transmettrais, justement, aux entrepreneurs de ces quartiers, pour pouvoir, enfin qui hésitent simplement à se lancer dans des projets liés à la nature et à la santé? On parle, tu sais, on parle beaucoup en France, des quartiers prioritaires de la ville. Est-ce que tu aurais des recommandations, à donner à ces entrepreneurs? Et d'ailleurs, pas seulement à ces entrepreneurs, à tous les entrepreneurs, puisque tu as une fibre entrepreneuriale, tu peux être un modèle d'inspiration. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, qu'est-ce que je leur dirais? Ouh là 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 là, Hicham, je t'ai dit que j'étais en construction. J'ai même Moi, je suis même pas rendue à l'heure de donner des conseils ou quoi que ce soit. Mais regarde, on va faire un partage d'expérience. Je vais juste me positionner comme ça. Ce que je vois, Hicham, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, ont la bonne idée. Ils ont la bonne intention. Ils ont compris ce qui ne fonctionnait pas. Une des premières choses, je pense qu'il faut, c'est, de se former. Moi, je pense qu'il faut se former à ce qu'on essaye de changer. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, résorber une inégalité, bah, il faut que tu comprennes un peu d'où elle vient, que vit ceux qui sont dans cette situation, quels sont les mécanismes qui ne fonctionnent pas. Tu vois, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de réellement comprendre la machine avant de pouvoir dire: «Je vais essayer de trouver une solution», parce qu'il y a de grandes chances qu'on soit en train de dupliquer quelque chose qui ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas pris en compte les éléments clés qui vont vraiment faire la différence. Donc moi, j'aurais tendance à dire, premièrement, prendre le temps de réellement s'informer sur la mécanique qu'on dit vouloir améliorer ou qu'on veut pouvoir changer. Deuxièmement, j'aurais tendance à dire, donc quand on fait ça, on va forcément s'exposer
à, des discussions, des relations avec les autres et moi je trouve ça primordial de discuter avec d'autres et d'avoir les points de vue de différentes organisations qui œuvrent déjà là-dedans, de parler, tu sais, je dis n'importe quoi, mais nous, tu sais, j'ai un exemple vraiment concret en tête, c'est qu'on est en train de travailler, par exemple, sur un projet qui vise à, utiliser la technologie pour emmener les jeunes en nature. C'est-à-dire une expérience de réalité virtuelle où les gens vont porter un casque, les jeunes, ils vont porter un casque parce que nous, on part du principe qu'il ne faut pas opposer nature et technologie. Au contraire, comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser la technologie pour qu'elle favorise l'accès à la nature? Donc, elles utilisent un casque, puis à travers le casque, elles vont pouvoir comprendre ou en tout cas voir des phénomènes invisibles à l'œil nu, mais dans le casque pour leur expliquer, ben voilà ce qui se passe quand tu es en train de respirer dans la nature, tu vois des phytoncides, heu, ce sont ces composantes, volatiles, organiques qui viennent dans ton corps et qui améliorent ceci, cela, donc voilà, système immunitaire. Donc nous, on est en train de travailler sur un truc comme ça et je me dis: «Je peux pas rentrer dans un projet comme ça si j'ai pas compris déjà le dispositif technologique, si j'ai pas compris donc qui me permettent de savoir jusqu'où je veux aller, si j'ai pas compris quelle est la problématique des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'ils vont pas dans la nature spontanément, qu'est-ce qui fait que, comment dire? Quel est l'incentive, comment on appelle ça? Incentive, le c'est ça le problème, quand tu vis à Montréal depuis 20 ans, c'est qu'on switch tellement de l'anglais au français que, Comment tu vois la incentive heu ce serait un qu'est-ce départ, qui ouais, les motive? ouais. Voilà, qu'est-ce qui les motive à aller dans la nature? Et surtout, quelle est la problématique qu'il faut résoudre dans cette tranche d'âge-là? Bon, bref, ce que j'essaye de dire depuis tantôt, peut-être très mal, c'est que il est important, encore une fois, de, entre guillemets, «devenir un expert de cette problématique». Voilà. Parce que la solution qu'on va vouloir mettre en place, ça doit être une solution qui sert, pas une solution encore qui est cosmétique ou qui, selon moi, qui se dédouble. Et après ça, moi, je dirais, ce que je pourrais conseiller, c'est les alliances. Moi, je ne jure que par ça, Hicham. Il faut s'allier parce que en ce moment, tout ce qui relève de l'impact de la nature est émergent. Il y a encore un effort de conscientisation, de sensibilisation, il faut qu'on se tienne ensemble. Il faut comment dire? Qu'on travaille ensemble. Je vois par exemple que tu avais invité, Arthur Delerieux, qui est donc le dirigeant de Pouce, qui fait de ces aménagements dans les entreprises qui amènent plus de nature. Je trouve ça extraordinaire. Ce qu'il est en train de faire, il vient chercher dans la recherche scientifique pour faire avancer son propos, qui est vraiment d'aménager des espaces et amener beaucoup plus de nature dans les entreprises. Il va s'appuyer sur la recherche, il va s'appuyer certainement sur d'autres conceptions, c'est des botanistes, des gens qui travaillent sur ces aspects d'embellissement. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, tu sais, de pouvoir, de pouvoir, comment dire, encore une fois, être dans un réseau, dans un écosystème où on voit tellement de projets différents, mais qui concourent tous ensemble à aller dans cette même direction de rapprocher les gens de la nature. Donc moi, ce que je veux dire vraiment, c'est que on est dans un moment d'émergence. Donc il faut absolument travailler ensemble, se citer les uns les autres, se donner des informations, faire circuler l'information entre nous et c'est comme ça, je pense qu'on va représenter une voix et une solution qui va être très crédible aux yeux des gens. Nous, c'est comme ça qu'on est arrivé, Hicham. C'est au départ, c'était très, comme je te disais, on nous traitait de hippies. On disait: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de hippie? Vous voulez faire un câlin aux arbres? C'est ça que vous voulez nous faire faire?» Et on leur expliquait: «Non, regardez, il a fallu mettre en valeur pas mal de recherches scientifiques, mettre en valeur des programmes qui existent ailleurs». Tu sais, on a des liens avec avec des personnes, je pense par exemple, Lisa Tirvainen en Finlande, je pense à Howard Fromkin aux États-Unis. Tu sais, c'est une flopée de chercheurs et de gens de terrain qui ont déjà fait des essais sur le terrain pour mesurer et pour s'assurer qu'on n'était pas en train de dire n'importe quoi quand on disait que la nature fonctionne. Donc, il faut s'appuyer sur tout le monde. Il faut le faire. Créer du réseau, s'allier avec, les forces vives et existantes déjà Exact. dans le monde. Exact. Et j'allais dire, après au niveau entrepreneurial, parce que je veux dire, il y a aussi un aspect très concret. L'aspect très concret maintenant dans l'initiative elle-même, c'est forcément de bien moi je pense qu'il faut le modèle d'affaires est très important. Là, je vais peut-être rentrer dans je veux pas nécessairement rentrer dans des trucs très techniques, mais moi je sais que ce qui a été qui a été un défi et qui l'est encore peut-être moins aujourd'hui, c'est de trouver le bon modèle d'affaires pour faire ce qu'on veut faire. Et ça, moi, je ne cesserai de répéter que si on veut changer les choses, il faut qu'on s'assure d'avoir des ressources à long terme pour le réaliser.
Donc, on ne peut pas faire l'économie de bien réfléchir à notre modèle d'affaires, de bien comprendre qui on veut viser. On ne peut pas viser tout le monde, on ne peut pas toucher l'univers entier. Il faut vraiment essayer de trouver le créneau dans lequel on va s'inscrire et qui va nous permettre de générer des revenus pour pouvoir faire ce qu'on veut le plus longtemps possible. Et nous, ça nous a demandé quelques années d'arriver à comprendre comment, à partir de la recherche, on peut trouver un modèle d'affaires qui nous permette de générer des revenus qui pourraient financer les projets parce qu'on a besoin de réalisation et qui pourrait nous permettre de continuer à créer cette veille scientifique parce que la recherche avance très vite. Et on est arrivé avec un modèle d'affaires qui est un modèle, je pense, qui est très axé sur à la fois un peu le tourisme éducatif et en même temps, parce qu'on a des activités, où on emmène des entreprises, on emmène des groupes dans la nature pour leur faire vivre une certaine expérience. Il y a tout l'aspect, bien entendu, de formation, il y a tout l'aspect pédagogique, donc des cours qu'on donne, mais il a fallu réfléchir à ça, tu sais. Il a vraiment fallu réfléchir à comment on génère de la valeur aussi, parce on va en avoir besoin pour réaliser des projets qui, pour l'instant, comme je le disais, sont innovants et émergents. Donc il faut tenir sur le long terme. Et les pouvoirs publics sont pas encore là. Besoin d'un modèle économique. Très Ouais, important, effectivement. Ne pas l'oublier, cet aspect-là. non, Hem, jamais. Emilia, pour clôturer cet échange, on a toujours un petit rituel qui est celui, de dire: «Est-ce que tu aurais 2 personnes en tête, vivantes ou disparues, avec qui tu aimerais échanger, sur des sujets de santé, sur des sujets existentiels?» Tu penserais à qui? Alors là, je pense tout de suite, à Derzu Uzala. Tu vas me dire: «Mais qui est Derzu Uzala? Le connais-tu?» Très bien. Écoute, moi, mon modèle, je pense de vie, ce sont les chasseurs-cueilleurs. Ça va te paraître assez bizarre, mais ce que j'aime chez les chasseurs-cueilleurs, c'est cette tu sais, les anthropologues, je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire d'arriver à recouper la vie d'un chasseur-cueilleur et comment ils avançaient avec leur environnement. Moi, je pense que tu vas comprendre tout de suite, la santé, comment dire? La santé est indissociable de ta relation avec l'environnement. Que ce soit la nourriture, que ce soit l'air que tu respires, que ce soit, tes relations sociales. Donc pour moi, c'est ça la santé, beaucoup. Donc être capable de comprendre son environnement pour moi et de le choisir ou de le façonner, dans ton quotidien, c'est ce qui est une grosse composante de santé. Et on le voit d'ailleurs dans tous les indicateurs, les marqueurs là de santé, hein, tu sais, que ce soit le logement, où tu habites, tout ça, ce sont des déterminants importants. Donc l'environnement pour moi, c'est pas, développement durable et cetera, c'est vraiment, tu sais, ce qui t'entoure et comment tu es capable de faire sens aussi de ce qui t'entoure. Et donc Derzo Uzala m'a toujours fascinée parce que c'est un monsieur qui dans les années il y a un livre qui a été écrit sur lui et c'est ce que j'ai lu et qui m'a fait capoter sur lui. C'est un monsieur c'est un trappeur, qui vivait dans le nord de la Russie, est-ce que c'est la Mongolie ou la Sibérie? Mais il me semble que c'est la Sibérie, mais bref, dans la toundra. Et en fait, dans les années 20, il accompagnait des cartographes qui avaient donc pour mission de cartographier, un espace qui était encore vierge et ils avaient besoin d'un trappeur pour les guider dans la nature. Et ce monsieur les fascinait parce qu'il était capable de pouvoir leur dire: «OK, là, très bien, il faut qu'on s'arrête et il faut qu'on aille, se réfugier monter notre tente par ici parce qu'il va y avoir une tempête dans pas très longtemps». Et lui, il regardait les nuages, il sentait le vent, il était capable de dire ce qui s'en venait. Il était capable aussi de cueillir certaines plantes, de savoir comment se nourrir dans telle situation. Il avait ce sens, tu sais, il était capable d'observer son environnement tellement bien qu'il le connaissait. Et tu sais, pour toi qui ne comprends pas ces signes, tu te dis: «Mais comment il fait?» Mais en fait, c'est qu'il a tellement bien observé son environnement qu'il avait cette compréhension de ça. Eh bien, écoute, moi, je pense que c'est c'est ça comment dire? Qui fait en sorte que les gens soient en santé. C'est cette connexion avec ce qui les entoure et avec eux-mêmes. Donc Derzu, j'aimerais tellement lui parler parce que j'aimerais qu'il m'apprenne qu'il m'apprenne à
à avoir les déclics et savoir comment regarder et où regarder pour être capable, tu vois, de pouvoir, naviguer dans des espaces naturels en étant vraiment 100 en confiance et c'est ça qui nous manque, je pense, aujourd'hui. C'est que, tu sais, quand on dit perte de sens, Hicham, c'est ça qui est en train de se produire. C'est qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui est en train de se passer autour de nous. Tu me suis? Les Ouais, signaux qu'on capte, c'est des signaux qui sont en disconnect avec ils sont avec ce qu'on brouillés, ouais. ressent. Ouais. Exactement. Donc moi, je prête beaucoup d'attention et d'intérêt pour cette capacité, tu vois, à comprendre son environnement. Voilà, tout simplement. Parce que je pense que ça amène la santé, ça amène la paix d'esprit, ça amène une confiance en soi. Tu te sens confiant de naviguer dans l'environnement parce que tu sais que tu peux le décoder. Et moi, je pense que ça, c'est une clé hyper importante, pour tous et notamment pour les jeunes générations. Une autre personne, tu m'as dit une ou 2. Une, ça suffit? 2 personnes? La deuxième personne, mmh, c'est très intéressant ce que tu es en train de me dire. Écoute, la deuxième personne, je vais peut-être te surprendre, mais moi, je suis une fan finie d'animés japonais. Alors, dans mon 9-3, mes mentors étaient des animés japonais et je vais te dire pourquoi, parce que ce que j'aimais dans des trucs comme Dragon Ball Z, comme là, en ce moment, je regarde Demon Slayer, je regarde plein d'animés, mais j'aime les personnages qui sont dans cette forme de dépassement. C'est-à-dire qu'ils ont la cause à cœur et puis ils y vont à fond. Ils se donnent à fond et ils se dépassent, tu sais? On sent qu'il y a des limites, mais ils vont continuer à travailler pour essayer de faire en sorte de dépasser ce qui les bloque pour atteindre leur cause. Donc moi, je dois te dire que si j'avais, la possibilité de rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien rencontrer, allez, on va dire, Sangoku. Mais pourquoi pas? Bah oui. En tout cas, un personnage d'animé, peut-être pas Sangoku, en fait, mais un personnage d'animé, tu vois, que je trouve vraiment noble. Tu sais, quelqu'un de noble, voilà, quelqu'un de très noble, un sensei. C'est quelqu'un qui est là pour amener une direction, pour t'amener à te dépasser, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ce genre de choses. Je suis très tenté de te poser la question. Miyazaki, pardon. On est Oui! un peu dans, voilà, dans la nature, dans l'animé, dans le Oui! japonais. Il y a quelque chose de très puissant dans l'imaginaire de ce réalisateur. Mais tout à fait. Princesse Mononoke m'a beaucoup marquée aussi, hein. J'ai trouvé que c'était magnifique, c'était magnifique. Et puis tu sais, j'ai emprunté aussi dans la connaissance et quand je te parlais des chasseurs-cueilleurs, c'est aussi parce que j'étais très fort marquée par ma mère. Tu sais, ma mère, c'était incroyable parce qu'elle, tu sais, on vivait à côté d'une carrière, il y avait des bois, puis elle était toujours à l'affût de tu sais, des murs. Tu sais, il y avait des murs qui poussaient, puis elle nous disait: «Allez, viens, on va cueillir les murs». Tu sais, elle était toujours à l'affût de ce qui était naturel, de ce qui était des plantes. Elle était vraiment en mode, elle connecte avec l'environnement et moi, j'ai adoré, tout ce elle a pu nous enseigner. Pas verbalement, parce que c'est pas là où ça se passe, mais c'est dans sa manière d'appréhender la vie et l'environnement dans lequel elle vivait, même si on n'était que dans du béton. Je ne sais pas comment elle faisait, mais elle arrivait toujours à nous permettre de nous connecter à au vivant. Peut-être aussi parce elle était médecin de formation, donc elle avait ce rapport au corps aussi qui était très, très important, mais c'est assez spécial. Mais en tout cas, voilà, je pense que je t'ai répondu un peu bizarrement, mais c'est vraiment ce que je sens, sur le moment, c'est, Derzoug. En tout cas, merci beaucoup Emilia, d'autant plus que, bon, c'était un rendez-vous finalement, qui était improvisé. Donc, bah, écoute, je suis vraiment ravi, d'avoir pu échanger avec toi. Comment on peut te contacter? Alors, il y a un site, unature.org, Org, c'est exact. et tu es présente sur LinkedIn également? Oui, sur LinkedIn, on est présent sur LinkedIn. Moi, je lance vraiment un appel à tous ceux qui ont à cœur de se former davantage sur l'impact de la nature sur la santé, qui ont des projets, vraiment de connecter avec nous. Tu sais, la nature, ce qui est beau, c'est que c'est très international. Je dirais, c'est universel. Donc, on n'a pas, tu sais, nous, on est au Canada, on a créé des ponts avec l'Afrique parce que aussi dans nos formations, on a des gens qui viennent du Togo, du Sénégal, il y a quelqu'un qui venait de Polynésie, on a des personnes, bien entendu, qui viennent de l'Europe et du Canada. Donc, on se retrouve avec des conceptions de la nature qui sont magnifiquement différentes, mais aussi qui s'apportent beaucoup les uns aux autres. Donc, moi, je considère qu'on a réussi quelque chose à une nature, c'est vraiment de planter ce mode relationnel entre les différentes perspectives sur l'impact de la nature, sur la santé et comment l'utiliser aussi maintenant de manière concrète face à nos enjeux locaux. Donc, on a des choses à offrir et on veut offrir vraiment du soutien
Vraiment que les gens n'hésitent absolument pas à nous contacter, s'ils ont une idée, s'ils ont envie de réaliser quelque chose. On C'est pour ça qu'on vit. Bah, écoute, un message hyper positif. Je te remercie en tout cas et puis, à très bientôt. Très bientôt Hicham et bravo Merci. pour ce que tu fais. Merci à toi Emilia et bonne continuation à Nature. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.